J'ai intitulé cette vidéo Tarantino et l'oreille de Trump pour établir une correspondance entre le cinéaste luciférien, parmi les plus surcotés de l'histoire d'Hollywood, et le politicien luciférien Donald Trump, en qui hélas beaucoup d'électeurs espèrent une chance de salut. C'est en revoyant Reservoir Dogs, qui m'a sauté aux yeux autant qu'à l'oreille, le lien qui existe entre Tarantino alias QT et Donald Trump, Monsieur 17, Mr. Q, QT lui aussi. Faisons un petit retour en arrière, au temps où Gilles Jacob, sélectionneur du Festival de Cannes durant de trop nombreuses années, à qui Tarantino doit sa Palme d'Or, une des plus imméritées de toute l'histoire du festival, avait déclaré à propos de la scène la plus gore de Reservoir Dogs, « Si c'était une simple scène de torture, eh bien nous aurions un film gore comme il y en a 1000, à partir du moment où on tranche une oreille, ça devient de l'art. » Déclaration énigmatique, en quoi surenchérir dans le gore fait-il d'un film ordinaire une œuvre d'art? C'est ce que nous allons essayer de décoder. Après Reservoir Dogs, Quentin Tarantino est devenu une idole instantanée, comme le fut Godard en 1959 avec À bout de souffle, Lelouch en 1966 avec Un homme et une femme, et finalement très peu de metteurs en scène dans le monde. Des metteurs en scène qui, à partir d'un premier film, se sont aliénés une idolâtrie comparable à celle des rockstars. Quentin Tarantino est un cas un petit peu spécial, c'est un psychopathe complètement dégénéré, qui plus est le sosie parfait d'un autre psychopathe, celui-ci bien de chez nous, le délétère Philippe Val, qui a fait main basse sur le jadis transgressif Charlie Hebdo, qu'il s'est évertué de transformer en essuie-tout. Dans cette vidéo où il est donc question de Tarantino, mais aussi de Donald Trump, de Jean Gabin, de Van Gogh, de Bertrand Blier et de Stromae, nous allons voir pourquoi l'oreille semble être un dénominateur commun qui relie tous ces personnages. Mais avant de poursuivre, vous aurez remarqué que les vidéos les plus regardées de la chaîne ne sont précédées d'aucune publicité, non par choix personnel, YouTube ne me demande pas mon avis, mais parce que YouTube considère la chaîne comme une chaîne complotiste. Créée il y a 4 ans, elle n'est vraiment active que depuis mai dernier, et YouTube fait tout pour que ses publications soient le plus invisibles possible. Si de temps à autre quelques abonnés disparaissent, c'est tout à fait normal de se désabonner d'une chaîne, je le fais moi aussi, il est plus étrange que des compteurs de vues affichent un jour des chiffres inférieurs à la veille. Par conséquent, pour donner de la visibilité à la chaîne, il est nécessaire de mettre un petit pouce en l'air, d'en partager les contenus et de vous abonner, faute de quoi il me sera difficile de continuer, cette chaîne n'ayant pour l'instant aucune vocation à être monétisée. Venons-en à ce triste cire qu'est Quentin Tarantino, qui, soyez-en certains, n'a pas obtenu son titre de cinéaste le plus subversif d'Hollywood par son seul talent, qui n'a de subversif que la forme, et encore au service d'un contenu des plus conformistes. Gilles Jacob, pour en revenir à cet autre sinistre personnage, aurait-il tenu les mêmes propos si dans la scène qu'il a mis en transe, c'est à croire vu la manière dont il en a parlé, on coupait un nez, on arrachait la langue, ou on énucléait le personnage façon Lucio Fulci. C'est peu probable et Quentin Tarantino, en l'écrivant, ne pouvait pas imaginer que son personnage de malfrat sanguinaire s'en prenne d'une autre manière à l'agent de police qu'en lui coupant l'oreille. Car Tarantino n'a pu tourner Reservoir Dogs que parce qu'il était déjà initié aux pratiques lucifériennes, qu'il mettra, si j'ose dire, en lumière dans son film suivant Pulp Fiction, auquel on va s'intéresser aussi. Tarantino fait partie de ces cinéphiles compulsifs pour qui devenir réalisateur de cinéma était une question de vie ou de mort. Il suffit de le voir parler de cinéma, en particulier des misérables séries B italiennes dont il s'est nourri pour comprendre que ce gars-là est possédé par quelque chose qui le dépasse, au point que ses turiféraires les plus solides, tels Michel Simon ou Bertrand Tavernier, ont pointé du doigt son total manque de discernement quant à ses facultés à reconnaître un bon film d'un navet. En effet, n'a-t-il pas vilipendé John Ford et comparé Truffaut à Ed Wood, tandis qu'il convulsait devant des nanardeurs indécrottables made in Italy? Passons là-dessus. Grand réalisateur, certainement pas. Mais pas mal du tout avec Reservoir Dogs, qui tire les meilleures influences du cinéma de Godard, d'un point de vue de la déconstruction narrative, et du cinéma de Lautner-Audiard, par son esprit d'autodérision, pimenté de savoureuses répliques. Ce talent relatif de réalisateur, Tarantino en a fait le tour avec ce seul et unique film. N'en déplaise à ses admirateurs, ses limites, il les a exprimées dès son film suivant,
où le folklore kitsch et la bande-son vintage n'arrivent pas à masquer la pauvreté de sa mise en scène et la vacuité de son propos. Quentin Tarantino n'a strictement rien à dire sur rien. Il fait du cinéma pour les mêmes raisons que Spielberg, s'amuser à imiter ceux qui en ont fait avant eux. Sa stérilité, Tarantino la masque derrière un prétexte de dupe. Il prétend citer, se référer, rendre hommage, et noie son incapacité à développer la moindre dramaturgie par la logorée inepte de ses personnages, son manque d'inspiration l'ayant fait dériver ces dernières années vers le cinéma de Luc Besson, lequel, tout aussi impuissant au propre comme au figuré, puise à son tour dans ce qu'il y a de pire chez Tarantino, dans Malavita notamment. Beaucoup de critiques de cinéma qui encensaient Tarantino à ses débuts ont fini par comprendre qu'ils avaient affaire à une baudruche dilatée par du vide. La meilleure définition qui a été donnée de Tarantino, on la doit à Jean-Luc Godard, un faquin, un pauvre garçon. Ce faquin était cependant prêt à tout pour exister, pour crier au monde qu'il n'a rien à raconter, mais qu'il va le raconter quand même, quitte à devoir monnayer son âme avec le prince de ce monde, en échange de la fortune et de la gloire. Dans Reservoir Dogs, Tarantino s'abritait déjà derrière la citation en donnant à ses personnages des noms de couleurs et en faisant d'un des gangsters de la bande un policier infiltré. Greffon directement prélevé sur les pirates du métro, excellent polar new-yorkais des années 70, devenu culte lui aussi, grâce ou à cause de Reservoir Dogs. À en croire sa biographie officielle, Tarantino est un jeune employé de vidéoclub, auteur d'un scénario qui est par hasard arrivé entre les mains d'une vedette d'Hollywood, en l'occurrence Harvey Keitel, lequel, emballé par le projet, a lui-même fait du porte-à-porte pour trouver un financement au film. Rassurez-vous, il n'en est rien. Un acteur comme Harvey Keitel reçoit des kilos de scénarii tous les mois, lesquels sont d'abord lus par ses agents, auxquels il s'intéresse lorsqu'une production est déjà constituée. Le mythe du jeune scénariste sorti de nulle part qui vient donner un scénario à une vedette, laquelle, emballée, déclenche la production du film, n'est jamais arrivé. Nulle part. La réalité est beaucoup plus obscure. Le système n'a jamais laissé éclore un quelconque talent dans un quelconque domaine sans l'avoir au préalable passé au crible, soumis à une batterie de tests qui valideront ou non son ascension dans le domaine concerné, cinéma, sport ou tout ce qui influence l'opinion publique. Les circonstances qui ont conduit à faire de Reservoir Dogs un film culte, quasi générationnel, puis de Tarantino un cinéaste culte entièrement sous contrôle de ceux qui l'ont fabriqué, appartiennent au domaine de l'initiation dont les circonstances exactes n'ont qu'une importance relative, qui cependant sont le résultat d'une longue étude du sujet qu'on décide ou non d'incorporer au système duquel le spectacle fait partie. Hollywood est le temple de Lucifer et c'est une initiation luciférienne qui donne les clés à ceux qui deviendront les artisans de la machine à rêve. Tarantino aura été une proie facile pour un tel système. Au premier coup d'œil, on voit que ce type présente tous les symptômes d'un individu traumatisé sur le terrain duquel le contrôle mental est le plus facile à exercer. Ce système luciférien dont le cinéma est un élément constitutif a besoin de main-d'œuvre, une main-d'œuvre constamment renouvelée, et il ne doit en aucun cas commettre la moindre erreur quant à la sélection de ses petites mains. Si j'ai l'impression de me répéter, c'est qu'il faut bien insister sur ce point-là. On s'éloigne un peu du sujet initial, mais certaines digressions sont nécessaires pour savoir de quoi on parle exactement. Dans quel monde vivons-nous ? Celui de l'aliénation permanente où tout est fait, et notamment à travers le cinéma, pour nous empêcher de connaître la réalité du pouvoir dévastateur qui maintient l'humanité sous cloche. Tarantino est un de ces agents utiles à maintenir les masses dans l'ignorance de ce qu'elles sont. Il le fait en connaissance de cause, mais l'important pour lui est de faire des films coûte que coûte. Quand Reservoir Dogs est sorti en 1994, je faisais des études de cinéma. Mes coreligionnaires d'alors, qui venaient de voir le film, étaient unanimes. Ils venaient de recevoir un choc. Le film était de toutes les conversations. On ne parlait de Reservoir Dogs que l'écume aux lèvres et en quasi-état de transe. J'exagère à peine. Phénomène que j'ai plus tard observé avec Stromae, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, qui plaçait ceux qui l'entendaient dans un état quasi second, jeunes et vieux, jusqu'à mes beaux-parents largement septuagénaires. À observer Reservoir Dogs dans le détail, je n'y ai pas décelé la symbolique occulte que je décris dans les autres films commentés sur la chaîne. Symbolique qui s'affiche plein cadre dans le film suivant de Tarantino, Pulp Fiction, et plus tard dans Boulevard de la Mort, les seuls films que j'ai vus de ce détestable réalisateur. La plupart des cinéphiles sont très conformistes, jamais
ils ne s'aventureront vers un sous-texte ésotérique dans un quelconque film, et si vous tentez de les amener sur ce terrain-là, ils auront la réaction de ceux à qui vous voudriez expliquer que la Terre n'est peut-être pas aussi ronde qu'on le croit. Bref, ce sont des bourrins. L'intelligence intuitive, celle qui nous aide à comprendre les choses sans le filtre, souvent trompeur de l'intellect, inspire chacune de mes réflexions, ici nourrie par la présence de l'oreille coupée, laquelle nous renvoie évidemment vers celle de Van Gogh, et pour ceux qui ont une certaine culture cinéphilique, vers Le jour se lève et vers Buffet froid. Au début de Buffet froid, film de Bertrand Blier, Michel Serrault demande à Gérard Depardieu ce qu'il a à le regarder comme ça. Depardieu lui répond « Je regarde votre oreille » et le dialogue s'enchaîne. Dans le film, Depardieu est un personnage maléfique qui fait peur à Michel Serrault parce qu'en regardant son oreille, il chercherait à entrer à l'intérieur de lui, comme le font les démons qui possèdent l'esprit des gens en murmurant à leur oreille. Dans Le jour se lève, Jean Gabin tombe amoureux d'une jeune fille de l'assistance publique, maîtresse d'un dresseur de chiens joué par Jules Berry, personnage méphistophélique qui exerce sur elle une véritable emprise de laquelle elle ne peut pas se détacher. Il est sous-entendu qu'il abuse d'elle, et il va déclarer à Jean Gabin être le père de la jeune fille, sans qu'on sache vraiment s'il dit une vérité ou s'il se couvre sous un mensonge. Nous sommes en 1939, et le film nous parle déjà d'inceste, de contrôle de l'esprit et de possession démoniaque. La jeune fille a avec elle un nounours à l'oreille arrachée, de ceux qu'on utilise pour représenter l'enfance maltraitée, l'oreille arrachée symbolisant la torture, mais aussi l'oreille par laquelle entrent les démons. La jeune fille, bien qu'adulte, mais bloquée au stade de l'enfance à cause des mauvais traitements que lui fait subir Jules Berry, fait un transfert sur sa peluche à laquelle elle a arraché une oreille pour symboliquement se protéger de l'intrusion du démon dans son psychisme. Et Jean Gabin, en imitant sa peluche, lui assure qu'il ne laissera, lui non plus, jamais entrer dans son esprit la moindre tentation démoniaque qui pourrait lui faire du mal. Venons-en désormais à Van Gogh, dont l'autoportrait le plus célèbre le montre avec un gros pansement sur l'oreille. Oreille qu'il s'est tranchée pour ne plus entendre les démons qui cherchaient à s'emparer de son esprit, comme on le voit dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, de Vincente Minelli, où Kirk Douglas voit des corbeaux noirs voler autour de lui et dire « That's impossible, avant de se trancher l'oreille devant son miroir. Alors, que signifie ce geste de se trancher l'oreille qui a valu à Tarantino d'être sélectionné d'abord hors compétition au Festival de Cannes? Il y a deux réponses possibles. La première est qu'il met en scène un rituel particulier connu des initiés dans un film qui baigne dans le sang de la première à la dernière image. La deuxième est que Tarantino, cinéaste hors système à ce moment de sa carrière, dit à l'élite qu'il préfère se couper une oreille que de laisser entrer l'esprit du démon, le diable avec qui on signe un pacte, pour progresser dans l'industrie du cinéma. On a lu dans ce film un pied de nez à la bien-pensance qui, à l'époque, n'était pas encore LGBT-wokiste, mais en passe de le devenir, à travers les propos racistes, antisémites et homophobes lâchés à longueur de dialogue, propos cependant tenus par des gangsters complètement abrutis, ce qui permet d'en relativiser la portée. Cependant, Tarantino, l'opportuniste, qui veut plaire à tout le monde tout en se voulant en marge, éprouve une certaine sympathie pour ces gangsters sanguinaires et abrutis, tout en ayant aussi de la sympathie pour les flics. Une évidence, quand il réalise Reservoir Dogs, il est déjà initié, les photos prises de lui à cette époque le prouvent, en même temps que son film, où des personnages en costume noir et blanc maculés de rouge le laissent supposer. Dans la première séquence, les protagonistes du film échangent des propos typiquement tarantiniens, garnis de références à la culture populaire, au sexe et à la violence. Dans cette logorée fourre-tout, on en vient à parler de Madonna et d'une de ses chansons en particulier, Papa Don't Preach. Dans cette chanson, elle s'adresse à son père pour qu'il lui pardonne d'être tombée enceinte alors qu'elle n'est qu'une enfant et qu'elle a perdu le sommeil. On pense à l'aigle noir de Barbara où l'aigle qui symbolise son père vient la violer tandis qu'elle dort, et à Stromae et son oreille tranchée sur l'un de ses albums, auteur et interprète de la chanson Papa Outé, où il est dit « Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Serons-nous détestables, serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance à des irresponsables. » Ensuite, il dit « Il faut le sucer de son pouce ou quoi ?» Phrase assez incompréhensible. Puis il enchaîne en disant « Dites-nous où c'est caché,
Papa Outé, etc. La carrière de Stromae s'est arrêtée net. Officiellement pour des raisons de santé, ce qui est peut-être vrai, mais son oreille coupée n'était-elle pas un signe envoyé à l'organisation luciférienne qu'est l'industrie du disque pour lui dire qu'il refusait son pacte, comme l'avait fait Amy Winehouse avant de finalement signer ce pacte et se retrouver suicidé, sans parler de Céline Dion dont le pacte semble arriver à expiration et qui est mise sur la touche pour les mêmes raisons de santé. Si l'oreille de Reservoir Dogs était un message destiné à l'élite, message que Gilles Jacob a reçu dans ce cas-là 5 sur 5, il fallait faire plier Tarantino car un type aussi déterminé à faire du cinéma est nécessairement dangereux pour le système. Son film suivant, Pulp Fiction, qui ne raconte rien, est cette fois truffé de références lucifériennes. En premier lieu, la valise que récupèrent Samuel Jackson et John Travolta, qui contient une intense lumière dont on ne verra jamais ce qu'il a produit. Ici, Tarantino se réfère à Kiss Me Deadly, en 4e vitesse, tourné par Robert Aldrich en 1954, où le détective Mike Hammer est impliqué dans la recherche d'une valise qui contient une lumière intense appartenant à un mystérieux personnage qu'on ne voit jamais. Robert Aldrich, grand réalisateur, lui, était le cousin germain de David Rockefeller. Dans sa filmographie, outre ce film, allégorie sur la menace luciférienne dans le monde d'après-guerre, on trouve des films sur les pouvoirs occultes qui dirigent le cinéma, dans Le Grand Couteau, dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, ou dans Le Démon des femmes. On trouve aussi un polar sur l'impuissance de la police face à une mafia démoniaque, symbolisée par le 666. Je n'ai pas les images ici, mais regardez le film intitulé La Cité des Dangers avec Burt Reynolds et Catherine Deneuve, ou encore un film sur le pouvoir militaro-industriel qui fut longtemps retiré de la circulation, intitulé L'Ultimatum des 3 mercenaires. Tarantino connaît ces classiques, mais il s'en sert sans les incorporer réellement à la dramaturgie de ses films. Dans Pulp Fiction, il reprend intégralement l'histoire de Nous avons gagné ce soir, chef-d'œuvre de Robert Wise, qu'il applique à la destinée de Bruce Willis, qui joue, comme Robert Ryan dans le film de Wise, un boxeur qui refuse de se coucher. Puis que dire de cette danse exécutée, assez pauvrement d'ailleurs, par le scientologue John Travolta, qui place ses doigts à équerre devant son œil. Les années 50, c'est ce qui fascine Tarantino, sans toutefois tourner des films qui se passent réellement dans les années 50. Ce qui l'intéresse, c'est le folklore des années 50 qu'il vient artificiellement greffer à l'époque contemporaine. Les exemples se multiplient, comme dans cette image, où la transparence à l'arrière-plan du taxi provient d'un film des années 50, alors que nous sommes en 1994. Ce personnage au look très années 50 qui coupe l'oreille du flic dans Reservoir Dogs et ce restaurant où Travolta et Uma Thurman vont se gaver de burgers et de soda que Tarantino décrit comme s'il en faisait la publicité. Dans Pulp Fiction, bout à bout de séquences qui se suffisent à elles-mêmes, avec un souci de déconstruire la chronologie, on trouve une scène on ne peut plus étrange. Un enfant dont on apprend ensuite que c'est Bruce Willis est visité par un gradé de l'armée américaine, lequel vient lui remettre la montre de son père mort sous les drapeaux. Gradé joué par Chris Walken, qui selon un témoignage de Mel Gibson, est un démon incarné. Ce gradé raconte l'histoire de cette montre, tenue en formant un 666 avec les doigts, montre qui a d'abord appartenu au grand-père du gamin, lequel l'a remise à son père, qui, pour la conserver, a dû la cacher dans son trou de balle. Et c'est à ce moment-là que le gradé remet la montre, propre mais qui fut souillée de merde, dans la main de l'enfant innocent. À la montre, il est minuit, heure des travaux maçonniques de midi à minuit, et le trou de balle est le symbole du 3e œil. Qui plus est, dans le décor, on identifie un papillon géant accroché au mur, lequel évoque la programmation Monarch. Après avoir eu ce souvenir sur son père, Bruce Willis se réveille comme d'un cauchemar, puis il va disputer son combat de boxe. Donc nous avons vu une séquence qui fait l'éloge du père, tandis que les images nous suggèrent un traumatisme dont le père serait responsable. Il n'est pas rare qu'un individu fasse l'éloge de son père, comme pour exorciser une faute grave qu'il aurait commise à son endroit. Dans Reservoir Dogs, le père est vénéré par son fils que joue Chris Penn, lui aussi membre de la secte et disparu prématurément. Dans Pulp Fiction, le gradé de l'armée fait l'éloge du père de Bruce Willis mort au combat, mais de ce souvenir, Bruce Willis s'en réveille comme d'un cauchemar. Contradictoire, n'est-ce pas ? Tarantino a été abandonné par son père, guitariste italo-américain, auquel il ne ressemble pas du tout, et d'une mère à qui il a promis de ne jamais l'aider financièrement parce qu'elle s'opposait à sa vocation de cinéaste.
Le véritable père de Tarantino est en réalité Harvey Weinstein, qui, tout de suite après Reservoir Dogs, l'a pris sous son aile et lui a permis de réaliser toute sa carrière. Weinstein, bouc émissaire d'une industrie mouillée jusqu'au cou, a plus été victime de sa sale gueule que de ses crimes sexuels. On sacrifie un Weinstein pour laisser passer tout un troupeau. J'ai eu l'occasion d'interpeller Bertrand Tavernier sur le cas Tarantino. Tavernier, membre influent de la secte, m'a répondu « Mais non, vous ne comprenez pas. » Bon, soit. J'ai vu, mais je m'en souviens très mal, Boulevard de la Mort, où une fois encore Tarantino cite des blocs de films, mais on a vu qu'il ne les choisissait pas au hasard. Dans celui-ci, il cite intégralement le message téléphonique qu'adresse Donald Pleasence aux agents dormants pour qu'ils aillent commettre un attentat, provenant d'un espion de trop, film qui décidément revient plus d'une fois sur la chaîne. La suite de sa filmographie, où il refait entre autres l'histoire de la déportation et de l'esclavage dans une perspective wokisto-compatible, m'a échappé. Cependant, j'ai vu, et avec beaucoup de pénibilité, Once Upon a Time in Hollywood, où il dédouane l'industrie de ses turpitudes pédophiles, notamment dans la séquence où Brad Pitt refuse de se faire une turlute par une mineure, précisément parce qu'elle est mineure. Tarantino a terminé sa carrière. Il ne lui reste plus qu'un film à faire. Mon Dieu, faites qu'il tienne parole. Cependant, il ne vit plus aux États-Unis, mais en Israël, où il a rencontré son âme sœur en allant présenter son film anti-nazi Inglourious Bastard, film qu'il a aussi présenté en Italie, en France et en Allemagne, mais passons sur ces détails, c'est en Israël qu'il a trouvé l'amour. Tom Hanks, soupçonné comme Spielberg d'agression sexuelle à répétition, est allé se réfugier, lui, en Grèce, où il n'a pourtant pas trouvé l'amour. Oups, voilà que j'allais oublier Donald Trump annoncé au programme. Donald Trump, symbole de la vieille Amérique entrepreneuriale avec sa coiffure rockabilly très années 50, opposé aux horribles mondialistes LGBT-wokistes, a été victime d'un attentat auriculaire dont il s'est arrangé pour qu'on sache qu'il en est l'auteur. Alors que son Lee Harvey Oswald aurait pu le toucher au bras, à la joue, au cou ou à l'épaule, il lui a flingué l'oreille, ce qui a permis à Donald de se promener déguisé en Van Gogh dans les jours et les semaines suivantes. Alors de deux choses l'une. Ou Donald dit à l'élite qu'il est des leurs, mais des leurs dans le sens où il appliquera le programme mondialiste en faisant croire au peuple qu'il s'y oppose, ou il dit à l'élite que leur programme démoniaque n'entrera jamais dans son oreille. Nous allons voir ça très bientôt, mais on se doute déjà de la réponse.